Bonjour, on se retrouve une nouvelle fois dans cette vidéo dans laquelle je continue à expliquer les principaux paragraphes que vous devez suivre dans cette leçon de génétique, intitulée Transmission de l'information génétique par reproduction sexuée. Dans la précédente vidéo, j'ai montré comment se déroule une méiose et quel est son rôle. Il s'agit de produire des gamètes, genre de cellules haploïdes, à partir des cellules mères diploïdes. Aujourd'hui, on va voir comment évolue le taux d'ADN dans la cellule au cours de cette méiose. Ça nous emmène tout d'abord à faire quelques petits rappels sur ce même thème concernant la mitose. Voilà donc, c'est le deuxième paragraphe, évolution du taux d'ADN au cours de la méiose. Alors, petit rappel concernant la mitose. Considérons ici une cellule mère qui va donner deux cellules filles. Cette cellule mère, avant de commencer sa division, est toujours en interphase. Puis vient la mitose avec ces quatre phases qu'on connaît tous. C'est la prophase, suivie de la métaphase, suivie de l'anaphase, et puis la télophase. Et puis le résultat, c'est deux cellules filles identiques à leur cellule mère. Chacune de ces deux cellules filles va entrer à son tour en interphase. Et chacune deviendra à son tour une cellule mère, qui, dans la même chose, va subir une prophase, puis une métaphase, puis une anaphase, puis une télophase, pour donner chacune, à son tour, deux cellules filles. Et le nombre final, c'est 4 cellules filles pour les deux cellules filles issues de la première division. Chacune de ces cellules filles, à son tour, va entrer en interphase. Et le phénomène continue. Chacune de ces cellules, j'ai dit, va entrer en interphase et chacune va subir les 4 phases de la mitose pour donner à son tour de cellules filles, etc. Donc c'est un phénomène continu qui se répète. Alors, maintenant, on va essayer de subdiviser ce processus. Donc il y a l'interphase, puis la mitose, puis une nouvelle interphase, puis une nouvelle mitose, ainsi de suite. Alors, c'est quoi le cycle cellulaire? Est-ce qu'on va considérer le cycle cellulaire comme étant l'interphase suivie des 4 étapes de la mitose, comme ça? Ou bien l'inverse, c'est-à-dire que le cycle cellulaire, c'est les 4 étapes de la mitose suivies de l'interphase? C'est cette deuxième hypothèse. Alors, laquelle des deux hypothèses est vraie? Alors, on ne peut pas accepter la seconde hypothèse, car il ne peut y avoir de prophase sans interphase. Tous les éléments, les substances nécessaires à la division sont produits et préparés en interphase. Les chromosomes aussi. En prophase, les chromosomes sont déjà dédoublés, c'est-à-dire bichromatidiens. Et cette duplication, elle se fait justement en interphase. Donc, l'interphase doit obligatoirement précéder la prophase. Alors, la deuxième hypothèse, elle est fausse, et on va retenir la première hypothèse. Donc, le cycle cellulaire, c'est l'ensemble constitué de l'interphase suivie de la mitose. Alors, place maintenant au cycle cellulaire au cours d'une mitose. Quelques rappels aussi sont nécessaires avant de parler de la méiose. Voilà ce graphe qui représente le cycle cellulaire de la mitose. Voilà, ici, on voit que il y a une partie numéro 1, suivie d'une partie numéro 2, et l'ensemble de 1 et 2, c'est 3. Donc 3, c'est le cycle cellulaire. 1, ça doit être l'interphase, il comprend 3 phases, le G1, puis le S, puis le G2, et puis la deuxième partie, partie numéro 2, c'est M, et ici symbolisé par M, c'est la mitose. Regardez. Donc ici c'est l'ADN, l'interphase, la mitose et le cycle cellulaire. Alors, comme j'ai dit, l'interphase comprend
la partie G1 suivie de la partie S suivie de la partie G2. Au cours de ces phases, le noyau évolue nettement et augmente de volume. Et ce noyau connaît une activité intense. G1 et G2 sont considérés comme deux phases de croissance. G1 première phase de croissance et G2 deuxième phase de croissance. Alors que S, ici, c'est la phase de synthèse. C'est pendant cette phase où se fait la duplication du matériel génétique, la duplication de l'ADN. Alors maintenant, pour faire l'analyse de cette courbe, on parle de G1. G1, on voit nettement que la quantité d'ADN est stable en quantité Q, c'est-à-dire 1Q. On parle de cette quantité 1Q qui donc correspond à la quantité d'ADN qui se trouve dans le noyau formant les nucléofilaments. On sait ici que les nucléofilaments sont encore simples, ils ne sont pas encore dédoublés. En phase S, la courbe augmente, voilà. C'est-à-dire que la quantité d'ADN augmente progressivement. Elle va passer de 1Q jusqu'à 2Q. Donc la quantité d'ADN s'est dédoublée parce que les nucléofilaments ont été aussi dédoublés. Par microscope électronique, c'est là on observera des yeux de réplication qui indiquent qu'il y a une réplication d'ADN. En phase G2, on a stabilité de la quantité d'ADN en 2Q et dans le noyau, on a des nucléofilaments qui sont dédoublés. En mitose M, on voit nettement que la quantité d'ADN chute brutalement d'une quantité de Q jusqu'à sa première quantité initiale, 1Q. Parce que donc les chromosomes qui ont été formés à partir de J2 vont devenir très nets en prophase de mitose, et puis en métaphase, et puis en anaphase, chaque chromosome bichromatidien va se scinder en deux chromosomes monochromatidiens ou chromatides qui vont se séparer dans les deux cellules filles. C'est pourquoi donc la quantité d'ADN retournera à sa quantité initiale 1Q. Et voilà, arrivé ici, le cycle va continuer, puis il va se renouveler une autre fois. Donc le cycle cellulaire va se répéter plusieurs fois. On obtient ici un cycle cellulaire parce que la quantité d'ADN finale est égale à la quantité d'ADN initiale. Et on retourne à la phase G1 qui est la même phase G1 de départ. Et on retourne à une nouvelle phase d'interphase qui était la phase d'interphase de départ. Donc c'est bel et bien un cycle cellulaire. Voilà un nouveau cycle cellulaire qui va finir comme ça. Un nouveau cycle cellulaire. Alors, je vais récapituler tout d'abord ce que je viens de dire concernant les premières questions. Voilà, concernant donc l'analyse, c'est-à-dire la première question, l'analyse du graphe, on va commencer par l'interphase et on va dire que stabilité de la quantité d'ADN en 2Q au cours de G1, puis augmentation progressive au cours de la phase S jusqu'en 4Q, puis stabilité au cours de G2 en 4Q. Au cours de la division additionnelle D1, la quantité d'ADN chute de 4Q à 1 à 2Q, puis au cours de la division équationnelle D2, la quantité d'ADN chute de 2Q à 1Q. Explication du résultat, c'est-à-dire l'interprétation. Donc on va schématiser cette explication en schématisant les nucléofilaments, les chromosomes, les bivalents, c'est-à-dire l'évolution de la structure de la chromatine et des chromosomes au cours de la méiose. Alors voilà, on part de deux nucléofilaments. Voilà le schéma d'un nucléofilament et le deuxième nucléofilament. Ces deux nucléofilaments, ils vont subir en phase S une duplication. Alors vous voyez que chacun des deux nucléofilaments est en train de se dupliquer. Il y a apparition ici des yeux de réplication. C'est la duplication en phase S. On continue, puis finalement, on va arriver à 4 nucléofilaments
qui sont déjà en train d'augmenter d'épaisseur, de se condenser pour se transformer progressivement en chromosomes. 4 nucléophilaments. Puis après, c'est-à-dire au cours du début de la première division réductionnelle, on a formation d'un bivalent. Ici c'est un chromosome, ici ce sont chromosomes homologues. Le tout forme un bivalent. Puis ce bivalent va se diviser en 2 chromosomes homologues. Chacun est bichromatidien, chacun va passer dans une des 2 cellules filles. Alors ici j'ai un chromosome bichromatidien. Celui-ci va subir une division au cours de la division équationnelle au niveau du centromère pour donner un chromosome monochromatidien ou bien un chromosome simple ou bien une chromatide qui va passer chacune dans une des 2 cellules filles. Alors, on va retourner en avant pour déterminer pour chaque phase, pour chaque schéma, la quantité d'ADN. J'ai dit que symboliquement, je vais prendre pour chaque nucléofilament une quantité de 1Q. Donc j'ai ici pour les deux une quantité de 2Q. Alors cette quantité est en train ici d'augmenter, mais elle n'est pas encore arrivée au double. Alors ce que je vais dire par exemple, je vais dire que c'est une quantité plus grande que 2Q, supérieure à 2Q. Je peux dire aussi qu'elle est comprise entre 2Q et 4Q. Ici, ces 4Q, c'est une duplication totale de la quantité d'ADN. Ici, c'est la même chose, c'est toujours 4Q. Ici, c'est un seul chromosome, donc c'est la moitié, c'est 2Q. Ici, c'est une seule chromatide, donc c'est la moitié, c'est un seul Q. Alors, vous voyez, on a commencé de 2Q, puis 4Q, puis 2Q, puis la moitié de la quantité initiale, c'est-à-dire 4Q. Alors, on va déterminer pour chaque schéma, pour chaque phase, la formule chromosomique. Alors, c'est une cellule mère diploïde à 2N. Ici, c'est toujours 2N. Ici, c'est toujours 2N. Même si le chromosome en est doublé, mais c'est toujours le même nombre de chromosomes. C'est 2N, c'est seulement la structure qui a changé. Ici, c'est toujours 2N. Ici, non, on passe de 2N à N. Le nombre de chromosomes a été réduit de la moitié. Et ici, le nombre reste toujours N. Alors, je vais préciser pour chaque schéma la phase correspondante dans le graphe. Ici, c'est G1. Les yeux de réplication, c'est pendant la phase S. Le dédoublement total, c'est pendant la fin de G2. Puis, le bivalent, c'est en métaphase 1, et aussi en prophase 1. La division, c'est en anaphase 1. Et puis, ici, on va considérer que la cellule est en métaphase 2. Alors, je continue cette interprétation. On a fini donc de déterminer chaque phase, le nom de chaque phase. Donc, l'ensemble qui regroupe le G1, le S et le G2, c'est l'interphase. La métaphase correspondant à la première division, c'est la division réductionnelle. Et la métaphase 2 correspond à la division équationnelle. Alors, pour le schéma tout entier, on peut suggérer ce titre, Évolution de la chromatine et des chromosomes au cours de la méiose. Voilà donc l'interprétation complète du graphe qu'on a vu tout à l'heure, le graphe de l'évolution de la quantité d'ADN au cours de la méiose. Alors je vais retourner à ce graphe, on va le compléter aussi. Le voilà. Alors on a déjà déterminé donc 1 comme interphase, méiose. La D1 c'est la division réductionnelle et la D2 c'est la division équationnelle. Alors maintenant on va compléter ces cases vertes. Alors j'ai déjà dit ici pour G1, on l'a vu dans le schéma précédent, ça correspond à 2 nucléophilaments. Après la duplication en S, en G2, on va obtenir 4 nucléophilaments. Puis on passe ici, ça va correspondre au bivalent donc, le voilà. Puis le bivalent se divise ici en 2 chromosomes bichromatidiens. Et chaque chromosome bichromatidien se divise ici pour donner une seule chromatide. Ça veut dire un seul chromosome simple ou un seul chromosome monochromatidien.
Il nous reste maintenant à préciser donc la formule chromosomique. Donc ici, c'est une cellule mère diploïde à 2N. C'est toujours là une cellule mère diploïde à 2N. Alors là, non, c'est une cellule fille haploïde qui a subi la division réductionnelle. N, ici, c'est une autre cellule fille qui conserve donc le N, une cellule haploïde. Alors, il nous reste ici la dernière question. Est-ce que c'est un cycle comme c'est le cas de la mitose ou non? S'agit-il d'un cycle cellulaire, à votre avis? Non, on ne peut pas dire que c'est un cycle. Regardez. Donc, le résultat final ici, il n'est pas identique à la situation de départ. La situation de départ, on a une quantité de Q, alors que la situation finale, c'est une quantité de 1Q, c'est la moitié. Donc, on n'est pas retourné à la valeur initiale. Donc ici, on ne peut pas parler de cycle cellulaire. D'ailleurs, les cellules filles ici, ce sont des cellules haploïdes qui vont donner maintenant des gamètes. Ils ne peuvent plus retourner en arrière pour devenir des cellules mères diploïdes, excepté qu'ils ont subi donc la fécondation. Et là, c'est tout un autre sujet. Maintenant, on va entamer un autre grand paragraphe, c'est le paragraphe numéro 3, rôle de la méiose et la fécondation dans la diversité génétique. Alors ici, dans ce troisième grand paragraphe, je vais m'approcher un petit peu de la question principale de la leçon, à savoir l'origine de cette diversité génétique dans la descendance. Vous vous rappelez, au début de la leçon, on a parlé des chatons qui sont différents génétiquement. Alors, est-ce que la méiose est pour quelque chose dans cette diversité génétique? Alors, comment est-ce qu'on peut répondre? Si on pourrait démontrer que la méiose, au lieu de produire des gamètes identiques, elle produit des gamètes différents, alors là, ça peut être la cause de cette diversité génétique. Alors, c'est donc la question principale ici. Est-ce que la méiose produit des mêmes gamètes ou bien est-ce qu'elle produit des gamètes différents? Une cellule mère va-t-elle produire des gamètes identiques ou bien des gamètes différents? Alors ça doit être le sujet donc de la vidéo prochaine. Alors j'ai terminé ici la présente vidéo. On se trouvera donc dans une nouvelle vidéo pour traiter donc de cette diversité génétique. Au revoir.